Bonjour à tous, c'est Maximilien Durand. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle grosse vidéo qui concerne la schizophrénie. Elle va être un petit peu dure à réaliser. Je pense que j'ai un petit peu galéré parce que il y a beaucoup d'informations à donner. Euh, J'espère que je vais pas trop me perdre, on va voir. Donc voilà, il y a peut-être plein de choses où je vais passer à côté ou des choses que je vais pas forcément développer. Donc voilà, c'est une maladie qui est assez complexe à expliquer. Alors passons au sujet de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que la schizophrénie? Donc la schizophrénie, c'est une maladie psychique sévère qui atteint le fonctionnement cérébral de la personne. C'est une maladie qui apparaît généralement chez les adolescents, les jeunes adultes. Donc il est souvent très difficile de poser un diagnostic quand la maladie apparaît pendant l'adolescence, car elle peut être confondue avec la crise d'adolescence. Donc le diagnostic peut être posé plusieurs années après les premiers symptômes de la maladie. Du coup, la maladie a le temps de progresser, d'évoluer, d'empirer. Et donc, du coup, ça a le temps de faire beaucoup de dégâts chez la personne concernée. Donc forcément, dans ces cas-là, le pronostic sera défavorable. Donc les symptômes peuvent être plus ou moins sévères chez certains patients, donc ça peut évoluer de façon positive comme négative ou tout simplement se stabiliser. Il existe différentes causes possibles de la schizophrénie. Il peut exister des facteurs génétiques, donc des facteurs héréditaires, donc une fragilité génétique face à la schizophrénie et au stress. Donc on peut avoir certains gènes qu'on va exprimer ou non au cours de notre vie. Et le stress peut fragiliser ces personnes-là et peuvent au final décompenser vers une schizophrénie. Donc on peut parler d'une importante vulnérabilité au stress, donc positive comme négative. Donc ça peut être tout simplement un mariage, donc c'est quelque chose d'assez positif, mais ça peut stresser. Ça peut être un décès d'un proche ou tout simplement des examens à passer, je sais pas, la fac, etc. C'est tout ça, ou même le travail, ou le déménagement, tout ça, ça peut stresser et forcément, ça peut avoir des répercussions. Donc, plus la personne sera stressée et plus ses symptômes vont apparaître et en général, ces personnes-là disposent moins de stratégies pour gérer leur stress. Il faut prendre aussi en compte l'histoire personnelle de la personne, c'est important. Donc il peut avoir des causes organiques, donc une malformation du cerveau, des anomalies cérébrales, des carences affectives, ça peut jouer aussi, ou bien une surprotection. Les facteurs environnementaux, ça peut jouer, la consommation de drogue également, les problèmes aussi durant la grossesse, ça peut aussi amener plus tard une fragilité, enfin une décompensation vers une schizophrénie. Donc, on peut conclure sur ce point-là que les causes de la schizophrénie sont multifactorielles. Il n'y a pas forcément une cause, c'est plein de petites choses qui vont faire que, voilà, qu'il peut y avoir une fragilité. Donc, on peut dire que les causes de la schizophrénie sont multifactorielles. Alors, il existe différentes sortes de schizophrénie et qui, dans chacune d'elles, comportent des symptômes assez différents. Mais personnellement, je dirais qu'il y a autant de schizophrénie qu'il y a de personnes qui souffrent de schizophrénie. Chaque cas est unique. C'est ça qui est important à retenir. Donc les symptômes peuvent être plus ou moins sévères selon les cas et on ne développe pas tous les mêmes symptômes. Alors comment apparaît la schizophrénie et quels sont les pronostics? Donc elle peut apparaître de manière très brutale suite à une bouffée délirante, c'est comme ça qu'on appelle ça, une bouffée délirante aiguë. Donc ça dure pas longtemps dans le temps et il se peut qu'à suite à cet épisode-là, euh, qu'il n'y aura pas de décompensation, que la personne vivra totalement normalement. Ou alors elle peut apparaître de manière plus insidieuse et s'étaler sur plusieurs années avant de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il est difficile de poser un diagnostic rapidement. Donc la maladie a le temps de s'installer, elle a le temps
d'évoluer, d'empirer. Et aussi, je dirais que ça devient difficile d'en parler parce que au final, parce que on n'a pas forcément conscience de nos troubles au début, et quand on a conscience de certaines choses, on n'ose pas forcément en parler. Parce on a peur d'être rejeté, on a peur de faire peur aux autres, on a peur surtout, je pense, en tout cas dans mon cas au début, j'avais vraiment peur d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique pour toujours, j'avais vraiment peur. Si je parlais de ça, je n'allais plus jamais sortir de l'hôpital. Les pronostics peuvent être plus ou moins positifs, tout dépend de la personne concernée, de son environnement et de la gravité des symptômes, bien évidemment. Donc si la personne répond bien au traitement, qu'il n'y a plus ou peu de symptômes liés à la schizophrénie, que sa famille le soutienne, que cette personne arrive à faire des choses, un travail, on pourra dire que l'évolution sera positive. Au contraire, donc si la personne prend des toxiques, donc tout ce qui est drogue, alcool, surtout pendant la période d'adolescence, euh, qu'il n'y a plus de contact avec le monde extérieur, qu'il ne prend pas de traitement, qu'il ne le prend plus ou qu'il ne le prend pas de manière régulière, qu'il avait déjà des difficultés avant sa maladie euh, par rapport aux relations sociales, s'il y a des antécédents dans la famille également, on pourra dire que les pronostics seront négatifs. Ensuite, je dirais que l'évolution dans la maladie est quelque chose d'assez unique et personnel. Donc, tout le monde n'ira pas au même rythme pour aller mieux. Voilà, chacun vont faire des efforts à leur rythme. Ça peut être très rapide comme très lent. D'accord? Donc après, tout dépend des stratégies qu'on a, tout dépend des moyens qu'on a pour progresser. Ce n'est pas forcément une évolution qui est linéaire, parce que par exemple chez quelqu'un qui est rétabli comme moi, je suis rétabli, voilà, je prends mon traitement, tout ça, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques symptômes qui sont toujours plus ou moins présents. Je suis pas à l'abri que demain je refasse une décompensation, que ça y est, je fasse une crise, ça y est, que je finisse hospitalisé à nouveau. On n'est pas à l'abri, donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant. J'ajouterais aussi qu'il faut avoir un certain équilibre, il faut connaître sa maladie, donc pour connaître sa maladie, bah forcément, on est plus ou moins obligé de faire des rechutes, c'est comme ça que, enfin je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre au mieux sa maladie, vu que chaque cas est unique au final. Ça prend beaucoup de temps avant de savoir vivre avec sa maladie. Ça prend beaucoup de temps, il faut faire un long travail sur soi. Voilà, il faut faire face au diagnostic aussi qui n'est pas forcément évident pour la personne et pour la famille, pour les parents. C'est pas forcément évident non plus pour eux. Voilà, il faut également essayer divers traitements parce que forcément le premier traitement c'est pas forcément le bon. Après, si on a de la chance, tant mieux. Donc voilà, faut persévérer dans les traitements, faut trouver ce qui nous aide le plus au final. Voilà, il y a pas mal de changements hein, quand on est atteint de cette maladie-là. Il faut savoir réorganiser sa propre vie, parce qu'il faut savoir qu'on se pose tout un tas de questions, surtout au début. On se fait putain, je suis atteint de schizophrénie, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais m'en sortir, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi, enfin voilà, il y a tellement de questions qui arrivent et c'est pas évident à gérer. Il faut savoir, c'est que dans la vie, dans chacune des vies, il y a son lot de surprises, bien évidemment, que ce soit positif comme négatif. Donc chaque personne va vivre des événements à leur manière, quoi. Donc, ce sont des événements négatifs ou positifs. Voilà, dans les événements négatifs, on peut trouver du positif, c'est ce qu'il faut faire, je pense, à chaque fois, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, Voilà, moi je conclurai là-dessus, sur ce point-là, que vivre avec une schizophrénie, c'est le combat de toute une vie, du moins pour moi. Pour revenir au point que c'est pas forcément évident pour les parents, donc il peut avoir par exemple ce qu'on appelle le déni chez les parents, enfin du moins dans mon cas c'était ça. Mes parents, même avant la maladie,
quand je devais voir un psy, etc. Non, mon fils n'est pas fou, des choses comme ça, quoi. Mon fils n'est pas fou. Ou alors quand j'ai été diagnostiqué, il est pas malade, euh, que j'étais paresseux aussi, des choses comme ça. Et pourquoi ce déni? Peut-être pour se protéger, pour se dire, bon, bah, ils ont envie de garder l'espoir que j'ai un avenir meilleur. Je sais pas si on peut. Enfin, je pense que c'est ça. Euh, et puis surtout, quand ils apprennent bah, que leur enfant est atteint de schizophrénie, ça peut peut-être faire peur. Je pense que ça fait, oui, ça fait forcément peur. Euh, et puis, ils savent pas trop comment réagir après avec moi, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils sont un peu perdus aussi, donc c'est pas évident pour eux non plus. Alors, on va passer maintenant aux symptômes de la schizophrénie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a énormément de symptômes dans la schizophrénie. Bien évidemment, on ne développe pas tous les symptômes, on va en développer quelques-uns. On peut dire qu'il y a trois grandes catégories de symptômes dans la schizophrénie. Donc, il y a les symptômes positifs, les symptômes négatifs et les symptômes cognitifs. Donc, je vais y revenir sur chaque. Donc, on va déjà se concentrer sur les symptômes positifs qu'on peut appeler également productifs. Donc, on les appelle comme ça parce que c'est quelque chose qu'on va avoir en plus par rapport à quelqu'un qui est sain. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est quelque chose qu'on a en plus. C'est pas quelque chose positif dans le sens où c'est positif ou c'est bien. En général, c'est pas bien du tout. Donc, il y a par exemple les hallucinations. Donc, qu'est-ce qu'une hallucination? Une hallucination, c'est tout simplement la perception d'un objet sans objet à percevoir. Donc, pour faire en français, en gros, on va percevoir des choses qui n'existent pas. Pour être encore plus précis, je sais pas, je vais voir un monstre à côté de moi, je vais voir quelqu'un à côté de moi, ou bien je vais entendre des voix autour de moi, ou bien je vais sentir. En fait, ça peut toucher n'importe quel sens. C'est ça qui est dingue, ça peut toucher n'importe quel sens. Et ces symptômes peuvent être aussi intrapsychiques, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est des symptômes qu'on va vivre de façon interne, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que je peux entendre des voix, donc quand c'est intrapsychique, ça va être dans ma tête. C'est-à-dire, je vais entendre des voix qui me parlent dans la tête, par exemple, et ou bien je peux voir des choses, mais directement dans ma tête. Ça, c'est un peu plus difficile à conceptualiser. C'est-à-dire que même si je ferme les yeux, je vais voir des choses en fait. On va voir des choses. On peut également sentir. On peut avoir des hallucinations synesthésiques, donc c'est-à-dire du toucher. Donc, et intrapsychique, ça se traduit par je sais pas, moi je me sens pourrir de l'intérieur, mon sang ne circule plus, je sens, je sais pas, qu'il y a un monstre dans mon corps, une bestiole, je sais pas, en train de me. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi au final. Et faut savoir que voilà, les hallucinations, quelles qu'elles soient, elles sont souvent négatives. Ça peut arriver que, par contre, on entend une voix qui est positive, qui va nous dire, qui va nous encourager, etc. Mais en général, c'est très négatif. Ça va être des insultes, par exemple, des moqueries, des choses comme ça. C'est vraiment pas évident à vivre. Ce qui est important avec les hallucinations intrapsychiques, c'est qu'on peut pas vraiment se protéger de ça, en fait. Quand on a des hallucinations, je sais pas, j'entends des voix autour de moi, si c'est des voix désagréables, etc. Ce que je pourrais faire pour contrer cela, je pourrais mettre la musique à fond, je pourrais mettre des écouteurs, je sais pas. Et alors que, ou même si je vois des choses qui n'existent pas, si je vois un monstre, ou si je vois quelqu'un, si je vois quelque chose qui me déplaît, je peux fermer les yeux.
Alors que quand c'est intrapsychique, on peut pas vraiment se protéger, hein. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de choses pour me protéger de tout ça. Enfin, non, j'ai rien. Quand j'y réfléchis, j'ai rien pour me protéger. Voilà, quand on a une voix dans la tête, on peut pas se boucher les oreilles. On se bouche les oreilles, on entend toujours parce que forcément la voix est dans la tête. Euh, voilà. Donc, pareil pour ce qui est visuel et synesthésique. On peut aussi dire que quand on vit des hallucinations, on peut penser qu'elles sont réelles, parce que c'est vrai que ça peut être vraiment troublant à tel point qu'on se dit c'est réel ou pas, ou des fois ça peut être des choses totalement banales, on se dit bah oui c'est là, enfin, à ce moment même, ça se trouve j'ai des hallucinations et que je me rends pas compte, mais, euh, mais des fois on se pose pas la question, on se dit bah c'est réel alors que non c'est pas réel. Je veux dire c'est assez bluffant des fois de voir des choses qui n'existent pas parce que des fois c'est nos yeux en fin de compte. Enfin, il y a plein de gens qui disent je crois ce que je vois. Bah, quand on souffre de schizophrénie, vaut mieux faire attention. Vaudrait mieux faire attention parce que bah, justement, il peut avoir des accidents, c'est déjà arrivé. Euh, J'avais entendu le témoignage d'une dame, alors, il y a très longtemps, c'était sur YouTube, d'une dame qui se faisait poursuivre par des monstres alors qu'elle était dans un immeuble. Et puis, elle a fini défenestrée, cette personne-là. Elle s'est défenestrée, elle est tombée de je sais plus combien d'étages, et elle a fini, bah, au final, bien sûr, elle est toujours vivante, mais elle a fini dans un fauteuil roulant. Donc les hallucinations peuvent être dangereuses à ce niveau-là. Ou bien ça va être des voix aussi qui vont nous inciter à faire des choses, donc on les fait pas forcément, mais ça peut conduire au suicide, des choses comme ça. C'est pas très positif, mais c'est comme ça. Personnellement, quand j'ai des hallucinations, j'arrive à savoir la majeure partie, je pense, que c'est pas réel. Je sais que c'est faux. Et du coup, ça permet de. Je sais pas comment dire. Quand on voit des choses horribles, des monstres, quand on sait que c'est faux, c'est plus facile à vivre, même si c'est quand même bluffant. Ça a toujours son petit côté flippant quand même à vivre, parce qu'on s'y attend pas forcément à avoir des hallucinations. C'est vraiment, on contrôle pas, hein, ça se contrôle pas. Et en tout cas, donc les hallucinations, quelles qu'elles soient, c'est vraiment, quand elles sont très présentes, c'est très fatigant à vivre, c'est vraiment fatigant. Quand on entend une voix qui nous parle constamment, ça nous pompe de l'énergie parce que quand on essaie de communiquer avec quelqu'un qui nous parle, enfin bref, c'est une personne qui va nous parler, et ben en même temps on a cette voix qui parle en même temps, donc on pense, on a notre attention qui est un peu focalisée sur la voix qui est en train de nous parler, et en même temps on essaie de se focaliser sur ce que la personne nous dit, et c'est très très coûteux des fois cognitivement. Ça on va en reparler après de toute façon. Alors c'est pas parce qu'on a des hallucinations qu'on souffre de schizophrénie. On peut souffrir d'hallucinations dans plusieurs cas possibles. Donc, par exemple, le fait d'être très fatigué, d'être en manque de sommeil, ça peut conduire à des hallucinations. Suite à un choc émotionnel également, suite à un choc, on peut voir des choses, entendre des choses, on peut avoir des hallucinations, donc il n'y a rien de dramatique dans ces cas-là. L'abus d'alcool, là par contre, oui, l'abus d'alcool, déjà, l'abus d'alcool, c'est pas forcément bien, hein. Voilà, et ça peut amener également à des hallucinations, la prise de toxiques, donc tout ce qui est drogue, tout ce qui est illicite en fin de compte, les champignons, les choses comme ça peut également mener des hallucinations. Et je pense qu'il y a également d'autres troubles psychiques dans lesquels il y a aussi des hallucinations. Donc voilà, c'est pas parce qu'une personne a des hallucinations qu'elle souffre de schizophrénie automatiquement, bien évidemment. Donc il y a aussi les idées délirantes. Donc ce sont des idées qui sont détachées de tout facteur déclenchant rationnel, pouvant cependant être alimentées par des éléments de la réalité et qui n'ont pas forcément de rapport logique. Donc il y a par exemple la persécution. Donc ça va être le fait
de se sentir épié, surveillé, espionné, enfin tout ce que vous voulez. Ça peut être également des personnes, enfin on va penser que des personnes nous veulent du mal, qui se moquent de nous, qui tentent de nous empoisonner, des choses comme ça. Par exemple, on voit quelqu'un dans la rue nous sourire, on peut prendre ça de diverses manières. Est-ce que la personne se moque de nous? Euh, J'en sais rien, il peut se passer tellement de choses. Et je sais pas, il y a un autre exemple, je sais pas, la personne qui souffre de schizophrénie, qui a des idées délirantes, qui se sent persécutée, qui reçoit un appel, et puis au final, bah, par rapport à l'appel, la personne demande, enfin bref, c'est une erreur de numéro de téléphone, on va faire simple, une erreur de, une erreur de numéro. La personne peut par exemple penser que voilà, ça y est, je suis sur écoute maintenant. C'était pas une erreur de téléphone, c'était vraiment il y a quelqu'un qui m'a mis sur écoute, c'est pour m'espionner, gna gna gna. Ça peut vraiment prendre des proportions. Euh, Ça peut vraiment partir un peu dans tous les sens. De toute façon, la schizophrénie, c'est ça, ça part un peu dans tous les sens au final. Et suite à ces sentiments de persécution, la personne peut développer des comportements de méfiance. Euh, Par exemple, dans mon cas où j'ai peur d'être empoisonné des fois, euh, par exemple au travail, bah, du coup je laisse pas à manger parce que je laisse pas manger dans le frigo parce que n'importe qui a accès au frigo, donc potentiellement peut mettre du poison dans ce que je mange, etc. Ça peut partir très très loin. Et donc voilà, donc je disais, voilà, ça va être très difficile après de faire confiance aux autres. Il y a aussi tout ce qui est délire mégalomaniaque. Donc la personne peut penser qu'elle est Dieu, le diable, un démon, ou bien un messager de Dieu, que cette personne a une mission à faire sur Terre, des choses comme ça peut partir dans tous les sens. C'est ça qui est un truc de dingue. Il y a aussi ce qu'on appelle les troubles du cours de la pensée. Donc cela peut se caractériser de plusieurs manières différentes, comme le fait que les autres puissent lire dans nos pensées. Ça m'est déjà souvent arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui quand même. Donc il peut avoir un arrêt de la pensée ou bien, donc c'est-à-dire qu'on réfléchit plus, en fait on n'arrive plus à réfléchir, on est vide dans notre tête, ça fait vraiment bizarre quand même, hein. Ou bien encore, ça peut être une accélération des idées dans la tête et que ces idées n'ont aucun rapport entre elles. Et ça, c'est aussi très coûteux cognitivement. C'est parce qu'on n'arrive pas à raisonner. En fait, on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Et quand on est comme ça, bombardé d'idées qui viennent, mais de je ne sais où, en fin de compte, c'est un truc, quand on est bombardé d'infos comme ça, c'est très dur à gérer, quoi. Ça coûte beaucoup d'énergie. Donc il peut aussi avoir ce qu'on appelle le syndrome d'influence. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression que nos actions sont contrôlées par une force extérieure. C'est assez complexe à imaginer parce que même moi je ne sais même pas ce que c'est, j'ai jamais vécu ça et ça paraît, enfin c'est assez difficile à imaginer, je trouve. Enfin, c'est waouh. On peut avoir des pensées imposées, donc ça va être des pensées qui vont être placées dans la tête par une force extérieure, placées ou après ça peut être n'importe quel mot, hein. Là je dis placé, c'est ça, c'est gentil, hein. Enfin encore. Et ou bien ça peut être de manière très différente, comme si on mettait une seringue dans notre cerveau. Ça, c'est quelque chose qui a pu m'arriver. C'est Voilà, c'est vraiment des pensées qui sont imposées et, euh, et pour lutter contre, c'est pas toujours évident. Voilà, après il y a quelques petites astuces, mais voilà, après peut-être que je ferai une autre vidéo pour ça, on verra. Il y a aussi ce qu'on appelle le vol de la pensée, donc c'est l'impression que les autres dérobent nos pensées.
Et ça, c'est pareil, j'ai jamais vécu ça, donc je saurais pas comment l'expliquer mieux. Il y a aussi ce qu'on appelle la désorganisation, donc ça désigne la perte de continuité qui affecte l'activité des personnes souffrant de schizophrénie. Donc elle peut se manifester aussi bien à travers le comportement, la pensée et les émotions. Donc, par exemple, le simple fait de cuisiner ou de faire ses courses ou d'autres activités quotidiennes peuvent être source d'angoisse. Donc voilà, bon, j'ai des exemples, mais je ferai une autre vidéo pour en parler parce que c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Mais voilà, ça peut être des choses tout à fait banales qui peuvent être difficiles à réaliser parce que voilà, on n'a peut-être pas forcément confiance en soi. Voilà, je vais passer à la suite parce que sinon je vais rentrer dans les détails, ça va être... wow, on va passer 10 heures là-dessus. Donc le raisonnement donc, peut être altéré dans ces cas-là, donc il peut y avoir des sortes de confusion. Il y a aussi l'incohérence motrice, donc ça va être tout ce qui est activité désordonnée. Il y a aussi des incohérences du discours ou de schizophasie. Donc c'est un langage qui est peu ou pas du tout compréhensible. Voilà. Donc il y a aussi tout ce qui est paralogisme ou néologisme. Donc, les néologismes, c'est le fait de créer des nouveaux mots en fin de compte. Donc après, voilà, on peut employer des termes qui sont pas du tout appropriés. Et voilà, après c'est des mots qui sont inventés ou des mots, on va prendre, bah, comme j'ai pu faire une fois dans un de mes bouquins, ça c'était quoi? C'était malédiction. Voilà, à la place de malédiction, il y avait donc le côté donc malédiction, il y a maladie et il y a malédiction. Donc j'ai un peu, voilà, j'avais fait un néologisme tout à fait volontaire. Donc voilà, donc il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle des barrages. Donc ça va être des arrêts brutaux du discours. Donc je sais pas, la personne va parler, euh, ça peut être n'importe quoi, et puis au plein milieu d'une explication, là comme je pourrais faire, là je parle, paf, je m'arrête et je dis plus rien. Et voilà, et après les autres attendent la suite, ils se disent mais il s'est arrêté au plein milieu de sa phrase. Ça peut être ça. Donc après, il y a tout ce qui est bizarrerie, donc aussi bien du comportement et du langage. Donc on peut également faire des coq à l'âne, c'est-à-dire avec des barrages aussi, c'est possible. C'est-à-dire que la personne va parler, va s'arrêter, donc ça c'est le barrage, et ensuite partir sur un autre sujet, mais totalement, mais qui n'a pas du tout de rapport avec le sujet d'avant. Donc ça, en fait, les coq à l'âne, c'est ça, c'est vraiment je parle de quelque chose, je sais pas, je parle de faire une vidéo YouTube, et puis d'un coup, paf, je parle d'ésotérisme, j'en sais rien, mais voilà, je change de sujet comme ça, alors qu'il n'y a pas de lien entre les deux. On peut aussi trouver ce qu'on appelle l'ambivalence. Donc, c'est que la personne va être confrontée simultanément par des sentiments opposés. Donc, par exemple, l'amour et la haine, la joie, la tristesse, etc. Et ça m'est déjà arrivé. Et c'est assez bizarre à vivre. C'est vraiment, bon, j'en reparlerai plus dans une autre vidéo. C'est un sentiment étrange à vivre, je trouve. Il y a aussi la discordance. Donc la discordance, c'est un défaut d'harmonie entre la pensée ou les sentiments ou leur expression au final. Donc nos pensées ne sont pas en accord avec nos actions. Donc en fait, voilà. C'est qu'en fait, les pensées ne vont pas être en accord avec les actions. On va avoir voilà, on va ressentir des choses, des émotions contradictoires. Euh, Par exemple, je sais pas, j'apprends un décès, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je sais pas, je vais me mettre à rire au lieu de pleurer par exemple. Euh, Ça peut être ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment avoir des, c'est pas très approprié au final. Je sais pas, je vais à un enterrement par exemple, et au lieu de pleurer comme tout le monde, je vais me mettre à me taper une barre quoi. Alors que voilà, c'est pas du tout approprié. Et ça peut arriver.
mais ça peut être dans divers cas, divers contextes, etc. Alors, on va passer maintenant à la deuxième catégorie de symptômes, donc les symptômes négatifs ou les symptômes déficitaires, on peut appeler ça comme ça. Donc on les appelle comme ça donc parce que c'est quelque chose qu'on va avoir en moins par rapport aux personnes saines. Donc voilà, on a dit tout à l'heure symptômes positifs, donc c'est en plus. Symptômes négatifs, c'est ce qu'on a en moins. Donc il y a pas mal de symptômes qu'on peut lister. Cela peut être des difficultés à planifier ou entreprendre des actions. Les personnes qui souffrent de schizophrénie peuvent arriver à un stade de repli, donc qui peut être lié au délire ou pas forcément, mais ça peut être lié au délire. Par exemple, la personne se sent persécutée, au final, elle va peut-être plus sortir de chez elle, elle va même plus avoir contact avec ses amis, ses proches. Euh, la personne va vraiment éviter tout contact, donc ça peut être lié à ça, ou bien ça peut être d'autres choses. Il arrive dans certains cas que la personne qui souffre de schizophrénie ne parle plus ou peu, qu'elle bouge moins, voire plus du tout. Donc là, on peut parler de clinophilie, par exemple, c'est-à-dire le fait de rester dans son lit, euh, allongé, rester, alors qu'on ne dort pas, on reste éveillé. Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Mais voilà, on va plus vraiment avoir contact avec l'extérieur. Il peut avoir aussi le fait de plus prendre soin de soi, donc c'est-à-dire de prendre des douches, de s'habiller correctement. Euh, Ça va être très difficile. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'anédonie, c'est-à-dire que la personne va plus avoir d'intérêt à faire, va plus avoir, enfin ressentir de plaisir à faire les choses qu'il aimait faire à la base. On peut aussi retrouver un émoussement affectif, donc c'est-à-dire que la personne va moins ressentir les émotions, ou voire plus du tout. Euh, Au niveau mimique faciale, c'est pareil, ça va rester le visage impassible, l'impression que c'est un masque en fait qui est tout le temps mis, qui sourit pas, qui bouge pas en fait. Voilà, donc un appauvrissement des mimiques, de la gestuelle. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent également se tromper sur les émotions des autres. Ça peut être, moi je sais pas, dans mon cas, je vois souvent enfin, je perçois beaucoup de colère chez les autres, alors je suis sûr d'un autre côté que c'est moi qui, enfin, je sais pas comment dire. C'est que, voilà, et des fois, je vais percevoir chez l'autre de la colère alors qu'il n'y a pas du tout de colère, par exemple, ou de la tristesse, ou autre. Mais c'est surtout la colère, personnellement, que j'ai remarqué. Et donc, du coup, quand on a un petit peu tous ces symptômes-là, c'est un peu difficile, un peu, un peu, d'être adapté socialement. Du moins dans certaines situations, voilà, comme j'ai pu le dire, je me tape une barre à un enterrement ou autre, ça c'est, voilà, on n'est pas très adapté socialement à ce niveau-là du coup. Donc du coup, les autres vont nous rejeter, je pense, enfin, ils vont nous rejeter, on va finir seul. Après, c'est un petit peu la spirale après de tout ça. Voilà, on peut parler de dissociation. Ça correspond à la rupture d'un fonctionnement unitaire de l'esprit, c'est-à-dire que tout ce qui est comportement, émotion et pensée ne vont plus être en adéquation. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Donc il peut avoir également une diminution de l'énergie psychique. Donc il va devenir difficile, par exemple, de se lever. Donc bien sûr, tout le monde, je pense, a du mal à se lever de base. Mais je pense que quand on est atteint de schizophrénie, c'est encore plus dur parce que voilà, je vais expliquer par d'autres symptômes après. Mais voilà, il va être difficile de prendre soin de soi, de pouvoir travailler, ça va être difficile parce qu'on va être très fatigué cognitivement. En fait, la moindre action va être insurmontable. Donc c'est là qu'il va falloir faire un long travail là-dessus pour d'essayer de faire une petite chose par jour. Et puis après, on essaye d'augmenter, mais on n'est pas là non plus pour faire 36 000 choses dans la journée. Mais voilà, d'augmenter progressivement
un peu les défis de manière tout à fait réalisable, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre en difficulté. Voilà, vas-y, demain je sors un livre. Là, non, je sais très bien que non, je pourrais pas sortir un livre comme ça en 24 heures, c'est pas possible. Donc voilà, toujours des objectifs simples à réaliser. Voilà, et après on peut augmenter petit à petit du moment que c'est toujours réalisable, c'est très bien. Après, il peut arriver qu'un jour, bah, ce soit difficile, donc on se dit, bon, bah tant pis, la prochaine fois, je vais faire un peu moins, voilà, enfin, faut essayer de s'arranger au mieux. Donc c'est vraiment difficile à gérer, cette diminution de l'énergie psychique. Donc ça va être très difficile de communiquer avec cette personne-là, voilà. Euh, la personne va avoir beaucoup de mal à réfléchir, parce que bien évidemment, quand on a la tête vide, où on n'arrive pas à, je sais même pas comment dire, enfin, à avoir des idées, de penser tout simplement. Ça va être difficile de pouvoir après discuter avec cette personne-là parce que bah, forcément, quand il n'y a plus rien qui se passe dans la tête, entre guillemets. Alors là, on va parler également comme symptôme de la boulie. Donc c'est l'affaiblissement de la volonté. Donc très souvent, euh, les personnes, ça peut être les proches, la famille, qui ont une personne qui souffre de schizophrénie, vont avoir tendance à dire il n'a pas de volonté, il fait rien, voilà, il prend pas soin de soi. Pour eux, c'est un manque de motivation, c'est un manque de volonté. Et quand on souffre de cette maladie-là, on n'y peut rien. Mais moi, c'est dur de me motiver de faire certaines choses, que ce soit des choses que j'ai envie de faire ou que j'ai même pas envie de faire. Voilà, quand c'est dans ce cas-là, c'est très très dur. Mais bon, quand c'est des choses que j'aime bien faire, faut essayer de ce que j'appelle d'initier le premier mouvement. Et une fois qu'on est parti, bon, bien sûr, sur quelque chose qu'on aime bien faire de base, ça va aller tout seul. Mais voilà. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'entourage de la personne qui souffre de schizophrénie, voilà, parce que eux ils pensent que c'est voilà, c'est un manque de volonté, voilà, il a envie de rien faire, alors que pas du tout, c'est un symptôme, c'est un des symptômes de la schizophrénie. Voilà, la pragmatisme, c'est ça, donc c'est l'incapacité à entreprendre des actions, donc difficulté à se lancer dans une tâche, ou alors il va falloir beaucoup de temps pour réaliser une tâche. Mais ça peut être un truc tout à fait con, hein, je sais pas, hein, ça peut être nettoyer sa chambre ou autre, enfin ça peut être n'importe quoi. Et ça, voilà, une fois qu'on a fait, enfin, dans mon cas, hein, c'est peut-être pas dans le cas de tout le monde, mais dans mon cas, j'ai remarqué que c'était souvent la première action qui était difficile à faire. Et puis une fois que j'étais lancé, pouf, ça y est, ça partait quoi. C'est encore un peu dur, mais au fur et à mesure, j'arrivais à faire les choses. Mais voilà, c'est toujours le premier mouvement qui est le plus difficile. Voilà, il y a aussi l'énergie physique, donc qui peut être aussi en lien avec la boulie, hein. Donc c'est le manque d'énergie, l'absence d'initiative. Donc forcément, quand on manque d'énergie, on n'a pas forcément la motivation de faire certaines choses, des choses toutes simples, hein, prendre soin de soi, comme j'ai pu le dire. Et voilà, quand on n'a pas beaucoup d'énergie physique et psychique, voilà, on est fatigué très rapidement, hein. Et les gens ne comprennent pas ça. J'ai vraiment l'impression que les gens ont du mal à comprendre cette chose-là. Et il y en a aussi ce qu'on appelle l'incurie, que j'ai déjà parlé. Donc l'incurie, c'est l'incapacité à prendre soin de soi. Donc ça peut être l'hygiène, ça peut être alimentaire, etc. C'est vraiment, on a du mal à prendre soin de soi. Alors, on va passer maintenant à la troisième catégorie et la dernière catégorie de symptômes dans la schizophrénie, ce sont les symptômes cognitifs. Donc, ce qu'on peut mettre dedans, c'est qu'il y a tout ce qui est capacité d'attention, concentration, mémorisation vont être réduites. Donc, ça va être difficile pour nous de mémoriser certaines choses, des noms, je sais pas, ça peut être des informations à retenir qui vont être difficiles à restituer. Ça peut être difficile également de suivre un raisonnement, parce que voilà, être, euh, faut quand même avoir des capacités d'attention et de concentration pour pouvoir suivre, même sans des hallucinations par exemple, mais juste voilà, se concentrer, c'est quelque chose d'assez difficile, mais ça peut se travailler.
Il y a aussi le traitement de l'information. Donc, par exemple, la personne qui souffre de schizophrénie va mal interpréter certains événements. Donc, par exemple, je sais pas moi, ça peut être euh, tiens, Madame Untel, elle a les cheveux détachés aujourd'hui. Ah, c'est peut-être parce qu'elle veut me faire passer un message qu'il faut que j'aille lui parler. J'en sais rien, moi. Peut-être parce qu'elle est attirée par moi. Je sais pas. J'invente là, mais c'est un peu, voilà. Euh, alors qu'au final, ça se trouve, cette personne-là, qui doit voir cette l'autre personne régulièrement, peut-être parce qu'aujourd'hui, bah, je sais pas, son élastique a pété, on n'en avait pas, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être, voilà, ça peut être ça, ça peut être la personne, voilà, va en ville, tiens, ce magasin est fermé. Ah, mais c'est peut-être parce que ils savaient que j'allais venir, et vu qu'ils n'ont pas envie de me voir, ils ont préféré fermer la boutique. Je sais pas, j'invente, mais euh, je sais pas moi. Et puis peut-être que quand je vais partir, ils vont rouvrir derrière mon dos et que voilà, ils sont aux fenêtres où il y a des caméras qui surveillent, qui attendent que j'arrive et que je reparte pour pouvoir rouvrir le magasin. Voilà, ça peut être un raisonnement totalement. Voilà, je sais pas, c'est difficile à inventer comme ça. Enfin voilà, ça peut être ce genre de d'erreur au niveau du traitement de l'information. Après, enfin, j'ai du mal à inventer là-dessus quand même. Ensuite, on va y avoir aussi tout ce qui est vitesse de traitement qui va être réduite. Donc la personne va être ralentie pour faire certaines actions, je sais pas comment dire, avoir du mal à comprendre certaines choses. Enfin, il va lui falloir plus de temps, euh, voilà, pour comprendre des choses. En tout cas, on sera plus lent par rapport aux autres à faire certaines tâches, quoi. Donc il va y avoir aussi tout ce qui va être difficulté à planifier des tâches, des actions, par exemple se faire à manger, se faire un café, je sais pas moi, s'habiller, comment on se rend à tel endroit, euh, comment faire pour réaliser une vidéo YouTube. Voilà, ça fait des trucs. Moi, dans mon cas, je pense que ça va à ce niveau-là, mais voilà, par exemple, faire la cuisine, bah, enfin, il y a une succession d'actions à faire pour arriver au plat final. Je sais pas, les carottes directement dans la poêle à cuire, alors qu'avant, je sais pas, il faut les éplucher, il faut les couper, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a toute une série d'actions à suivre qui est linéaire au final, mais que certaines personnes qui souffrent de schizophrénie sont complètement perdues à ce niveau-là, quoi. Ils vont faire un peu tout à l'envers, enfin un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc difficulté aussi à déchiffrer le langage non verbal. Donc on va avoir du mal à détecter les émotions des autres. D'ailleurs, on peut se tromper également. On les interprète mal des fois. Euh, Par exemple, on va pas. Pourtant, ça se voit, mais ça se voit, mais pourtant, les personnes qui souffrent de schizophrénie vont pas voir, par exemple, la personne en a marre qu'on lui parle ou, euh, ou qu'elle est pressée de partir parce que, je sais pas, enfin. Bref, la personne ne voit pas ça. Genre, elle voit pas la personne regarder ça, montre des choses comme ça. Il se dit pas, ah, peut-être qu'il est pressé, je vais peut-être arrêter de parler, ou je sais pas, ça peut être plein d'autres trucs. Là, c'était juste un exemple. Ensuite, il y a aussi des déficits de la théorie de l'esprit, tout simplement. Donc, qu'est-ce que la théorie de l'esprit? Donc, il y a aussi la cognition sociale, donc ça se rejoint un petit peu tous les deux. Mais qu'est-ce que la théorie de l'esprit? Donc, la théorie de l'esprit, c'est la capacité à inférer à soi ou aux autres des états mentaux. Donc dans la schizophrénie, là, il peut y avoir un déficit de théorie de l'esprit. Donc il va être difficile pour la personne, donc pour éclaircir un petit peu ce que j'ai dit, la personne va avoir du mal à comprendre les intentions, les désirs, les croyances
de l'autre. Ça va être très compliqué de prédire le comportement des autres et donc aussi à reconnaître les émotions, bien évidemment. Et forcément, ça va avoir un impact sur les relations sociales. Voilà, ils vont avoir du mal vraiment à se mettre aussi à la place de l'autre, etc. Ça peut être un des symptômes de la schizophrénie également. On peut aussi retrouver dans la schizophrénie des déficits des capacités d'insight. Donc, qu'est-ce que l'insight? L'insight, c'est la capacité à reconnaître ses troubles quand on en a. Et donc, dans la schizophrénie, voilà, ça peut arriver que certains n'ont pas du tout conscience de leurs troubles. Et, euh, et du coup, ça va aussi de pair avec la prise de traitement. Donc, forcément, quand on se sent pas malade, à quoi ça sert de prendre un traitement? Donc voilà, donc on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Ça a été assez compliqué, j'avoue, à parler de tout parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se collent un peu entre eux, je sais pas comment dire. C'est assez difficile de parler de tout ça quand même. Pas dans le sens par rapport à moi avec ma schizophrénie, c'est juste que il y a beaucoup de choses à dire. Euh, voilà, donc j'espère avoir expliqué au mieux cette maladie. Voilà, même si je leur dis encore, c'est très difficile d'expliquer comme ça en une vidéo. Voilà. Si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas dans les commentaires à m'envoyer un message, à le faire savoir. Ou s'il y a des choses où j'ai pas été assez précis, ou voilà, pareil, faut me le dire, il n'y a pas de souci. Après, il y a peut-être des choses que j'ai pas parlé volontairement parce que je projette de faire d'autres vidéos, bien évidemment. Si c'est par rapport à mon vécu, c'est sûr, je vais faire une autre vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, si vous voulez savoir un peu plus sur cette maladie, enfin, du moins, si vous voulez voir par exemple, mon témoignage par rapport à la schizophrénie, voilà, j'ai fait d'autres vidéos et il y en aura forcément d'autres, voilà, que vous avez accès sur YouTube. Du coup, je peux vous laisser vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà. Donc c'était Maximilien Durand et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.